Je remercie bien Henri pour cette introduction. Heureusement que Platon a désigné le philosophe comme un atopos. Toute ma vie, j'ai toujours pensé que je n'étais pas à ma place et ce matin, c'est encore une fois le cas. Le récit de Narcisse dans les Métamorphoses d'Ovide s'ouvre par un exorde qui doit retenir notre attention. En effet, on raconte d'abord la naissance de Narcisse et puis nous lisons « Tirésias, interrogé si cet enfant atteindrait une longue vieillesse, dit « s'il ne se connaît pas ». Il faut être attentif au syntagme « c'est noverite » qui désigne sans conteste l'acte par lequel Narcisse se perçoit, se regarde dans l'eau. L'expression toutefois est singulière, car si nous examinons avec quel verbe Ovide désigne dans la suite du texte l'acte par lequel Narcisse se réfère à la surface de l'eau, nous constatons que le poète se sert du verbe videre et du mot spectare, mais il y a également une occurrence du verbe mirari. Cette relation de Narcisse à la surface de l'eau est donc bien celle de la vision, et au moins indirectement, le texte suggère que cette relation est celle d'un sujet devant un miroir. La fugacité de l'image est évoquée et surtout, il est explicitement dit que l'image dépend de la présence du spectateur, ce qui confirme bien qu'il s'agit d'une image qui est semblable à celle dans un miroir. Au vers 435, « Nil habet ista sui » elle n'a rien de réel, elle vient et demeure avec toi, elle disparaîtrait si tu pouvais toi-même t'éloigner. Ce qui, pour l'instant, retient mon attention sont deux choses. D'abord, c'est le rapport que le texte d'Ovide établit entre ce que nous pouvons bien appeler la connaissance de soi et le miroir. Le syntagme « sénosse » ne peut pas nous faire penser au précepte delphique « gnotis auton » « connais-toi toi-même ». C'est de cette étonnante relation que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes, si vous le voulez bien. Nous pourrions, avec Einar Már Jónsson, parler du symbolisme catoptrique. Et ensuite, puisque nous pouvons bien dire que Tirésias prétend que ne pas se connaître assure une longévité, nous pouvons faire un pas de plus et dire que, d'une certaine manière, Tirésias permute le célèbre précepte de Delphes. Je vais appeler ce précepte du devin, qui est une inversion du précepte delphique, l'impératif de Tirésias. Je voudrais dans ce qui suit considérer et examiner quelques aspects de l'inversion de l'impératif de Tirésias et donc montrer que ce qui provoque le drame de Narcisse, se regarder dans le miroir, représente pour une tradition philosophique et théologique, au contraire, le chemin de la connaissance, du salut et du bonheur. Ce qui est fascinant est de constater que l'interprète le plus important du précepte de Delphes, Platon, a lui aussi établi une relation directe entre la métaphore du miroir et la connaissance de soi. Dans le dialogue Alcibiade 1, il est longuement question du précepte delphique qui, soit dit en passant, est identifié au souci de soi. Dans ce texte, Socrate précise « Je m'en vais te communiquer ce que je soupçonne que veut dire cette inscription, gnotis auton, et le conseil qu'elle nous donne. Il n'est guère possible de te le faire entendre par d'autres comparaisons que par celle-ci qui est tirée de la vue. » Il développe dans la suite la comparaison entre la connaissance et la vision en précisant que se connaître soi-même est une certaine façon de se voir soi-même. Socrate prend bien garde. Si cette inscription parlait à l'œil, comme elle parle à l'homme, et qu'elle dit « Regarde-toi toi-même, que croirions-nous qu'elle lui dirait? Ne croirions-nous pas qu'elle lui ordonnerait de se regarder dans une chose dans laquelle l'œil peut se voir? Cela est évident. Et quelle est la chose dans laquelle nous pouvons voir et l'œil et nous-mêmes? On peut se voir dans le miroir et autre chose semblable.
on ne peut probablement pas surestimer la portée et l'importance de ce rapprochement platonicien entre la connaissance de soi et l'acte de se voir dans un miroir. Il semble d'ailleurs que Socrate lui-même ait déjà établi ce lien entre le miroir et la philosophie, car Diogène Laërce, le grand témoin de la philosophie antique, rappelle dans son récit sur Socrate ceci, je cite, « Socrate jugeait bon aussi que les jeunes gens se regardent continuellement dans un miroir, afin qu'ils sont beaux, ils en deviennent dignes, et que s'ils sont laids, ils dissimulent sous leur éducation leur vilaine apparence. » Je voudrais donc, dans ce qui suit, évoquer quelques aspects philosophiques féconds de cette inversion de l'impératif de Tirésias. Selon le mythe de Narcisse, tel que nous le lisons chez Ovide, se regarder soi-même dans un miroir est un acte mortifère, tandis que, selon la tradition que je voudrais évoquer, l'acte réflexif de la connaissance de soi représente le commencement et l'essence même de la philosophie. Je voudrais commencer mon voyage par un texte de François Pétrarque dont on sous-estime certainement l'importance pour l'histoire de la philosophie. Le dialogue de Secretu conflictu curarum mearum, du combat secret de mes soucis, est une sorte d'autobiographie fortement inspirée par les confessions de saint Augustin. L'ouvrage est conçu comme un dialogue entre Augustin et François. À un moment donné, pour faire avancer l'examen de conscience de son interlocuteur, Augustin pose la question. « Je t'en prie, dis-moi, t'es-tu récemment regardé dans un miroir ?» François ne comprend pas tout de suite le sens de cette question. « Quid hoc, queso sibi vult ?» Quel est le sens de cette question? Après une longue évocation du vieillissement dont on s'aperçoit en regardant dans le miroir, Augustin conclut. « Ne crois pas que je t'ai parlé du miroir sans raison. Souviens-toi de ce qui est écrit dans les questions naturelles de Sénèque. Les miroirs ont été inventés pour que l'homme se connaisse. Cela entraîne plusieurs avantages. D'abord la connaissance de soi, ensuite quelques conseils au bel homme d'éviter le déshonneur, à un homme laid de compenser la laideur par les vertus, au jeune homme qu'il est temps d'étudier et de devenir un homme, au vieillard qu'il laisse ce qui ne convient pas, aux cheveux blancs et qu'il songe à la mort. » Et Pétrarque se souvient alors d'avoir lu ce texte de Sénèque. « Je m'en suis toujours souvenu depuis que j'ai lu ce passage. Il en vaut la peine et le conseil est bon. » On peut rapprocher cette situation d'un interlocuteur qui demande à son partenaire de se regarder dans un miroir, situation qui représente un moment décisif dans la progression du dialogue, d'un lieu dans le traité de la considération de Bernard de Clairvaux, passage auquel j'ai emprunté le titre de mon intervention, Ad movi speculum. J'ai avancé un miroir, j'ai présenté un miroir. Bernard s'adresse ainsi au destinataire de son bel ouvrage, le pape Eugène III. On pourrait par cette phrase d'ailleurs résumer le projet même de tout l'ouvrage, qui est une sorte de miroir du pape. L'auteur invite le haut dignitaire ecclésiastique de s'interroger et lui présente le programme suivant. La considération à laquelle il veut convier son interlocuteur comporte 4 points, 4 moments. Toi d'abord, ce qui est au-dessous de toi, ce qui est autour de toi et ce qui est au-dessus de toi. Ce qui cependant nous intéresse est l'absolue primauté de la connaissance de soi. En accordant une telle place à la connaissance de soi, Bernard propose une interprétation originale et personnelle du précepte delphique, comme ce texte le dit clairement. Pour des raisons de temps, je vous laisse le découvrir. Le sujet lui-même est au centre de cette approche. A te tua consideratio incoet. Avec toi commence ta réflexion.
Tout ce passage est un véritable éloge de la connaissance de soi. Et Bernard insiste sur le fait que la connaissance de soi est le fondement et le commencement de toute autre connaissance. Le sage est sage pour lui-même. Sapiens sibi, sapiens erit. Pour l'homme, l'homme est le premier et le dernier des sujets de son étude. Tu primus tibi, tu ultimus. Toi, tu dois être le premier et le dernier terme de ta réflexion. L'homme est donc ce par quoi doit commencer et ce par quoi doit finir toute étude, parce que la connaissance de soi est la fin de la considération. Les deux textes que nous venons d'alléguer non seulement affirment le rôle premier de cet acte qui consiste à se regarder soi-même, mais se réfèrent aussi à la métaphore du miroir. Il vaut la peine de revenir un instant au passage de Sénèque, auquel Pétrarque tout à l'heure faisait allusion. Dans les questions naturelles, au premier livre, Sénèque introduit un assez long excursus sur le miroir par une étrange histoire qui doit faire comprendre à son lecteur, je cite, combien la débauche, libido voluptatis, est peu dédaigneuse de tout artifice qui provoque au plaisir. En effet, il raconte le comportement d'un certain Ostius Quadra. Cet homme avait fait fabriquer des miroirs grossissants qu'il disposait de telle sorte qu'il pouvait voir ses propres rapports sexuels pour devenir, comme s'exprime Sénèque, spectateur de ses turpitudes. Je cite, « Mais ce monstre avait érigé son ignominie en spectacle. Il se mirait dans ses actes que la plus profonde nuit ne voile pas assez. » Cette fabella, c'est ainsi que Sénèque désigne son propre récit, amène Sénèque à réfléchir sur la fonction des miroirs. Quelle est l'intention de la nature, demande-t-il, en rendant possible la vision des choses dans un simulacre? Il est possible de décrire avec précision le rôle des miroirs. Les miroirs furent inventés pour que l'homme se vît lui-même. De là plusieurs avantages. D'abord la connaissance de soi, et vous voyez que Pétrarque a cité correctement le texte, je n'ai pas besoin de le lire. Le texte latin est d'une admirable précision. Inventa sunt specula ut homo ipse se nocet. Les miroirs furent inventés pour que l'homme se connaisse lui-même. Nous retrouvons donc le syntagme rencontré dans l'impératif de Thérésias, se nocet. Johnson, dans son ouvrage, a bien montré l'importance de ce qu'il appelle les deux fonctions du miroir dans l'Antiquité et que l'on découvre dans ce texte de Sénèque. Je cite Johnson, « Il existait deux fonctions parallèles du miroir, celle de la connaissance de soi en vue d'une amélioration physique ou morale et celle de la vision indirecte qui était séparée concrètement, socialement et théoriquement. » L'ouvrage remarquable montre bien comment cette double fonction a également donné lieu à un double symbolisme. Je voudrais pour ma part, dans la deuxième partie de mon intervention, essayer de circonscrire de manière un peu plus précise les contours de cette connaissance de soi, dont l'acte de se voir dans un miroir est une métaphore. Ma perspective est donc limitée et focalisée sur un seul aspect. Le prologue du petit traité sur la nature de l'âme et du corps de Guillaume de Saint-Thierry, un ami de Saint Bernard de Clairvaux, nous fournit une première indication, à première vue, bien étonnante. On rapporte la réponse fameuse, jadis chez les Grecs, de l'Apollon de Delphes, « Homme, connais-toi toi-même », cette même parole, Salomon, que dis-je, le Christ la profère dans le Cantique des Cantiques. Si tu ne te connais pas, dit-il, va-t'en. Pour comprendre la portée de ce passage, il faut savoir que depuis Origène, les théologiens chrétiens ont établi un lien
entre une phrase du Cantique des Cantiques, 1, 7 ou 8 selon les textes, et le précepte delphique, rapprochement qui a été provoqué par ce qu'on peut appeler un accident de traduction. Dans la version de la Vulgate, nous lisons en effet « Si ignoraste o pulcra inter mulieres, si tu ne te connais pas, ô la plus belle des femmes, sors et va sur les traces des troupeaux, conduis paître tes boucs le long des tentes des pasteurs. » Dans la Septante, le début du passage est traduit de l'hébreu comme suit « Ian me gnos seauten ». En revanche, dans le texte original, on peut lire, c'est le verset 8 dans le texte hébreu, « Si tu ne le sais pas ». Cette version originale du texte semble d'ailleurs cohérente avec la logique du récit. Dans ce qui précède, la bien-aimée posait la question au bien-aimé « Montre-moi où tu fais paître et où tu te reposes à midi pour aller le retrouver à midi. » Or, c'est cette hésitation de la traduction grecque et puis latine qui a précisément ouvert la possibilité d'une tradition interprétative d'une richesse inouïe et fascinante, non pas parce qu'elle attesterait les bienfaits des accidents de traduction et des détournements textuels, mais avant tout parce qu'elle va nous permettre d'évoquer et d'esquisser une dimension essentielle de la démarche philosophique elle-même. Origène non seulement interprète le verset biblique dans le sens du précepte delphique, mais il prétend en même temps que Salomon, l'auteur du Cantique, a découvert cet impératif bien avant les Grecs. Or, cela, Salomon, qui les a tous devancés par le temps, la sagesse et la science des choses, comme nous l'avons montré dans notre prologue, le dit à l'âme, lui parlant comme à une femme, avec un ton de menace, « si tu ne te connais pas », etc. Les trois aspects de l'exégèse proposés par Origène, identification de l'âme avec la bien-aimée du Cantique, rapprochement du verset 1-7 du précepte de Delphes et le larcin des Grecs, sont à l'origine d'une longue tradition exégétique extrêmement intéressante qui nous intéresse parce qu'ainsi compris, le passage du Cantique peut se lire une nouvelle fois comme une négation de l'impératif de Tirésias. Ce sont particulièrement certains auteurs du XIIe siècle qui ont approfondi de manière étonnante les diverses dimensions de la connaissance de soi à laquelle la Bible et la tradition philosophique grecque invitent. Je voudrais évoquer rapidement trois dimensions. Premièrement, se connaître soi-même, c'est appréhender, saisir sa faiblesse et ses limites. Comme personne d'autre, Bernard de Clairvaux a été attentif à cette idée que la connaissance de soi est d'abord et en premier lieu reconnaissance de l'humaine misère, faiblesse et indigence. La connaissance de soi devient ainsi une école d'humilité, comme ce texte le montre bien clairement. La connaissance de soi amène l'homme à comprendre qu'il est néant. Elle lui fait connaître ce qui lui manque. Dans le traité des Considerazione, dont j'ai déjà parlé, dédié au pape Eugène III, il le dit explicitement, je cite, « Connais-toi toi-même afin que tu saches ce qui te manque. » Deuxième point. Cependant, nos auteurs insistent plus encore, je crois, sur la découverte opposée. La connaissance de soi révèle la dignité de l'homme. Bernard, quant à lui, identifie cette dignité de l'homme avec la liberté dans un texte qui mériterait une plus longue explication. J'appelle dignité dans l'homme son libre arbitre, par le moyen duquel il a cette prérogative non seulement d'être élevé par-dessus tous les animaux de la terre, mais encore de leur commander comme leur maître et leur roi. J'appelle science la connaissance qu'il a de la dignité qui est en lui, mais qui ne vient pas de lui. Guillaume de Saint-Thierry, l'ami de Bernard, accentue également
ce que j'appellerais la dimension anthropologique du précepte delphique. Celui qui ne se connaît pas est dans l'ignorance quant à sa propre dignité. Il faut cependant tout de suite préciser que cette dignité consiste dans le fait que l'homme est à l'image de Dieu. Je cite Guillaume, « Image de Dieu, reconnais ta dignité, que resplendisse en toi l'effigie de ton Créateur. Toi, tu te vois vil, tu es pourtant quelqu'un de très précieux. » Plus étonnant encore sont quelques lignes d'un autre contemporain du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor, qui rapproche la dignité de l'homme de la beauté de l'âme. Il est d'abord nécessaire, je cite, que chacun se connaisse lui-même, et du moment qu'il se connaît lui-même, il n'aimera pas ce qui est en dessous de lui. Et il poursuit, « Saisis ta beauté, âme, et comprends quelle beauté tu dois aimer. Tuam igitur anima pulchritudinem attende. » Le troisième aspect que je voudrais signaler concerne le lien entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. On connaît bien entendu la célèbre phrase d'Augustin « Noverim me, noverim te », qui d'ailleurs rappelle une nouvelle fois l'impératif dont nous sommes partis. Guillaume de Saint-Thierry exprime de manière particulièrement explicite ce rapport. Il interprète la parole « si tu ne te connais pas, sors » dans un sens qu'on peut appeler théologique. L'homme ne connaît pas Dieu parce qu'il ne se connaît pas. Chercher Dieu ailleurs qu'en soi est une vaine entreprise. Le texte de Guillaume s'exprime comme suit. « Le renseignement que tu me demandes, tu ne l'ignores pas. Ce que tu ignores, c'est toi. » L'ignorance de soi est donc la raison de l'ignorance de Dieu. De la sorte que la connaissance de soi prend immédiatement une dimension théologique. Elle est rattachée à la connaissance de Dieu. Hugues de Saint-Victor résume dans une formule limpide mais magnifique cette dimension. Ascendere ergo ad Deum, hoc est intrare ad semetipsum. Il est particulièrement fascinant de noter que ici, le langage de l'intériorité et celui de l'ascension est combiné. On peut donc dire que se regarder, c'est entrer en soi, et entrer en soi est monter, de telle sorte que la métaphore de la vision est rapprochée de celle de l'ascension et donc de la montagne. La remarque de Hugues nous invite à nous tourner vers Richard de Saint-Victor, qui, dans son traité Benjamin Minor, a exploité au maximum le rapport entre intériorité et ascension. Ce traité bien singulier pourrait s'intituler, en songeant à Thomas Mann, « Joseph et ses frères », car l'auteur écossais, exilé en France, y présente d'une manière allégorique les 12 fils de Jacob. Le premier-né, Benjamin, représente la plus haute forme de contemplation. La partie de l'ouvrage qui nous intéresse traite de la discrétio, identifiée avec Joseph. Richard expose ici une ample interprétation de la connaissance de soi qui est le sommet de l'effort cognitif de l'homme. L'esprit qui tente de s'élever au sommet de la connaissance, qu'il cherche premièrement et principalement à se connaître lui-même. C'est une science très élevée que la parfaite connaissance de soi. C'est une grande et haute montagne que la connaissance de l'esprit doué de raison. Le sommet de cette montagne dépasse ceux de toutes les sciences de ce monde. Il regarde de haut toute philosophie, toute science de ce monde. Qu'est-ce que Aristote, qu'est-ce que Platon ont trouvé de pareil? Qu'est-ce que la foule immense des philosophes a pu découvrir de semblable? Il est bien difficile, nous apprend l'auteur, d'atteindre le sommet de la connaissance de soi, mais il n'est pas seulement difficile de monter, mais encore de demeurer au sommet. Il faut d'abord monter
il faut ensuite se tenir. Se tenir exige sans doute un effort, mais monter en demande un plus grand. Beaucoup, en vérité, ont défailli au cours même de l'ascension à cause de l'effort considérable que celle-ci demandait. Beaucoup sont redescendus au plus vite. On ne peut en effet gravir cette montagne qu'au prix d'un grand effort, mais on ne peut pas non plus y demeurer sans grande difficulté. L'auteur s'adresse directement au lecteur en lui donnant des indications de comportement pour suivre cette route vers le sommet. Il est manifeste que nous sommes en présence d'un texte qui demande au lecteur un effort de participation qui invite le lecteur de cheminer lui-même. Apprends, homme, à penser, apprends à te connaître toi-même, et tu as gravi le sommet de ton cœur. Plus tu apprends chaque jour à mieux te connaître toi-même, plus tu approches davantage des hauteurs. Celui qui est parvenu à la parfaite connaissance de soi, celui-là, alors, a atteint le sommet de la montagne. Deux remarques s'imposent. D'abord, il me semble remarquable que cet auteur du XIIe siècle ait enrichi la longue tradition de l'interprétation du précepte delphique par un tel développement de la métaphore de la montagne qui peut évidemment enchanter un Suisse. Peut-être encore plus surprenant est un autre point. Il me semble que cette démarche du Victorin anticipe d'une façon étonnante la célèbre lettre de François Pétrarque qui décrit l'ascension du mont Ventoux, lettre familière 4.1. L'ascension de cette montagne de la Provence décrit également un itinéraire intellectuel qui culmine dans une soudaine percée de la connaissance de soi. Arrivé après une montée difficile et laborieuse au sommet de la montagne, Pétrarque ouvre les confessions d'Augustin à un passage où le docteur africain dit que la seule chose qui compte est de se connaître soi-même. Il me semble que le programme et le cheminement du poète italien dans ce document extraordinaire est parfaitement résumé par ce passage de Richard. Fais l'ascension de cette montagne, apprends à te connaître toi-même. C'est du ciel qu'est descendu le connais-toi toi-même. Vois-tu donc maintenant quelle est la valeur de l'ascension de cette montagne, combien est utile la parfaite connaissance de soi. Nous sommes partis de cette comparaison entre se connaître et se voir dans un miroir, affirmant l'importance de cette analogie entre la vision et l'introspection. Il faut encore un moment nous y arrêter pour percevoir une difficulté à laquelle Richard de Saint-Victor nous rend attentifs. Oculus cuncta videt, se ipsum non videt. L'œil voit toute chose, mais il ne se voit pas lui-même. Pour se voir lui-même sensiblement, il faut la médiation d'un autre, du miroir précisément. Il en va autrement pour l'âme ou l'intellect, qui, en raison de sa nature réflexive, se voit directement. L'œil charnel, dit Augustin, voit ce qui est autre. Il ne peut se voir lui-même. L'intellect, en revanche, intellige autre chose et lui-même. Un texte très répandu au Moyen-Âge, un véritable best-seller, le petit traité de l'esprit et de l'âme, résume de manière très concise cette réflexivité, cette capacité de se tourner directement vers soi et cette faculté propre de l'âme de devenir son propre objet. L'âme qui domine, dirige et habite le corps se voit par soi. Par elle-même, elle se voit elle-même. Dans cet acte de connaissance de soi, le sujet et l'objet coïncident, plus exactement, le sujet devient objet du sujet. Thomas d'Aquin a fort bien et très clairement distingué la réflexivité de l'intellect de l'acte de vision sensible fait pour appréhender l'objet visible différent de la faculté de vision. La puissance de n'importe quelle faculté de l'âme est déterminée à son objet.
et c'est pourquoi son action tend vers l'objet. Mais sur ce par quoi elle est en rapport avec les objets, elle n'a de pouvoir que par un certain retour. Par exemple, nous voyons que la vue se dirige d'abord vers la couleur, mais elle ne se dirige vers l'acte de vision que par un certain retour, lorsqu'en voyant la couleur, elle voit qu'elle voit. Ce retour a lieu dans le sens de manière incomplète, mais de manière complète dans l'intellect qui revient à la connaissance de son essence. L'intellect, par conséquent, non seulement se connaît lui-même, mais il intellige qu'il intellige. Ces dernières précisions nous amènent à la limite de la métaphore du miroir. Puisque je parle des limites, je précise encore une fois que je me suis limité dans mon exposé à la métaphore du miroir pour l'introspection, laissant de côté 3 autres aspects tout aussi importants. Je veux dire l'idée que l'âme et encore le monde est un miroir, ensuite le miroir comme genre littéraire, et finalement la riche réception du célèbre verset de la première lettre aux Corinthiens, Videmus nunc per speculum in enigmate. Je souhaite cependant terminer mon intervention en présentant un autre aspect de la dimension éthique du miroir, revenant en quelque sorte au point de départ. L'ami de Pétrarque, par lequel nous avons commencé, Boccaccio nous y invite. En effet, Giovanni Boccaccio, dans le Décameron, rejoint en quelque sorte l'épilogue moral de Sénèque. Toutefois, le poète italien ne parle pas d'un usage pervers des miroirs, mais montre comment le regard dans le miroir, loin d'être mortifère comme dans le cas de Narcisse, peut ou pourrait provoquer une conversion éthique. Comme on sait, les convives devisent durant la 6e journée de ceux, je cite, qui étant provoqués réagir par un mot plaisant ou bien par une prompte réplique. Dans la 8e nouvelle, Emilia raconte l'histoire d'une, je cite, sotte erreur d'une jeune fille qu'une plaisante boutade de son oncle aurait pu corriger si elle avait été assez intelligente. La jeune fille s'appelle Cesca. Belle de sa personne, elle se prenait pour quelqu'un de si bien et de si noble qu'elle avait pris l'habitude de critiquer tout ce qu'elle voyait, hommes et femmes. C'est une personne désagréable, détestable, comme le dit Boccace explicitement, senza avere alcun riguardo a se medesima, sans avoir aucun regard pour elle-même, donc sans se regarder soi-même. Un jour donc, un jour de fête, elle est rentrée très tôt des festivités. Son oncle, Fresco da Gelatico, lui demande quelle est la raison de ce comportement. Et voici ce qu'elle répond. C'est vrai, je suis rentré bien tôt, car jamais, je crois, je n'ai vu dans cette ville d'hommes et de femmes aussi désagréables et déplaisants qu'aujourd'hui. Je ne crois pas en outre qu'il y ait au monde femmes plus chagrinées que moi de voir ces êtres déplaisants. Je suis donc rentré plus tôt pour ne pas les voir. Voici ce que l'oncle lui répond, et cette réponse est au plus haut point intéressante pour notre propos. Ma fille, si la vue des êtres déplaisants te chagrine tant, comme tu dis, si tu veux vivre heureux, ne te regarde jamais dans un miroir. Regarder dans le miroir, une forme de connaissance de soi, représente un moment de vérité et pourrait initier un mouvement d'autocritique. La situation décrite par Boccace ne contredit pas seulement l'impératif de Tirésias de ne pas se regarder dans le miroir, mais encore introduit un élément nouveau dans la tradition du précepte delphique. L'autre homme est présent dans ce retour sur soi. L'oncle invite
Francesca, à se regarder non seulement pour se connaître, mais afin que l'acte de se voir amène à regarder d'une manière différente les autres. Se connaître soi-même pour mieux respecter les autres. Je vous invite de vous regarder de temps en temps dans le miroir. Merci infiniment, Wedi Bar, pour cette magnifique intervention, et notamment cette métaphore de la montagne qui plaît sans doute à un Suisse, mais qui plaît plus encore au Valaisan que je suis. Et j'ouvre. C'est ce que je vois, Neymar. Tu vois. Henri, il faut préciser que c'est une magnifique photo des dents du midi. Henri de Corsier, non? Oui, de voilà. Et sur cette touche, j'ouvre tout de suite la discussion parce que, pour cette dense intervention. Oui, On se regarde d'abord Jacques dans le Chamet. miroir. Probablement. C'est ainsi que je peux intervenir après avoir beaucoup apprécié cet exposé qui montre, comme les précédents, l'importance du regard pour la connaissance de soi. Mais je ne peux pas m'empêcher de y voir un paradoxe parce que Tirésias, si je me souviens bien, était aveugle et Homère, on le représente comme aveugle dans l'art. Et l'explication qu'on en a donnée, c'est qu'il a la vision intérieure qui est bien plus importante que la vision physique. Là, il y a quelque chose dans l'Antiquité qui était déjà un petit peu ambigu. Puis il faut encore rappeler de nouveau l'archéologue que qu'est-ce que c'est un miroir dans l'Antiquité? C'est pas le verre, c'est le miroir en bronze, un disque en bronze poli, et on s'y voyait comme on se voit dans une casserole, c'est-à-dire un certain flou. Non, c'est pas la vision exacte. Vite. Et c'est pour ça qu'il fallait des étuis pour empêcher que les serpents pliraient et qu'après on ne s'y voit plus. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que pour les miroirs archaïques grecs, ils avaient des manches plastiques, donc en forme de figurine. Alors on trouve aussi bien le jeune homme que la jeune fille, ce qui montre que ça servait à l'un ou à l'autre. Il n'y avait pas d'interdit pour l'homme de se regarder dans un miroir, et une preuve par neuf, c'est que, par exemple, à Pompéi, on a trouvé du matériel athlétique, des strigiles, toute l'histoire, avec des miroirs. Donc, l'athlète lui-même trouvait bien de se coiffer, disons, après l'effort. Voilà juste quelques réflexions que je laisse beaucoup. Oui, c'est l'intérêt de Tirésias, donc c'est la divination, c'est celui qui ne. La vision non physique, hein, qui entoure aussi. Donc, un aveugle qui profère ce propos à l'Iriope, disant oui, s'il ne se voit pas, il vivra en quelque sorte. C'est tout le paradoxe, ou pour reprendre le terme hubris, dans lequel s'intègre tout le mythe de Narcisse. Là, ce qui est intéressant dans l'intervention, là, pour reprendre Boccaccio, c'est que le regard pour accéder à la connaissance de soi n'est en aucun cas mortifère. Puisque je ne crois pas que la question c'est est-ce que Tirésias dit qu'il ne faut pas se connaître ou bien que le fait de se connaître induit par nécessité la mort. C'est plutôt cette question. Et là, on a peut-être un parallèle par rapport à des figures inverses, mais peut-être deux figures d'exhortation de la connaissance de soi. Je ne sais pas si Tirésias dit « ne te connais pas toi-même ». Mais, n'est-ce pas, excusez-moi, c'est qui, évidemment, bon, n'est-ce pas, j'ai fait cette conférence parce que vous m'avez demandé de traiter ce sujet, et je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu que c'est ce syntagme sénoce, n'est-ce pas, qui est chez Tirésias, puisque, évidemment, moi, par ma formation, le noverim noverim te, c'est écrit au-dessus de mon bureau de travail. Donc, ça m'a fasciné, n'est-ce pas? Pardon. Non, je voulais... Parce que j'avais une question qui est peut-être proche de celle d'Henri. Donc, ne te connais pas toi-même de Tirésias, ne te connais pas toi-même. Est-ce qu'il est associé à un interdit ou à la mort, quoi? C'est-à-dire, quand vous avez cité Ovide, atteint de longue vieillesse s'il ne se connaît pas, Oui.
on peut le lire sur la question de la mort dans les yeux. C'est-à-dire c'est simplement un traitement de la mort. Et l'inversion de l'impératif de Tirésias, que vous avez décliné, est-ce que c'est un autre rapport à la mort, quoi? Si on essaye d'interpréter cette inversion, on serait tenté de l'interpréter aussi par un traitement de la mort, si on veut, plutôt que de la connaissance. Enfin, n'est-ce pas? Bon, moi, il faudrait maintenant traiter chaque cas isolément, mais le cas le plus frappant est effectivement celui de Pétrarque, n'est-ce pas, pour lequel j'ai une certaine préférence pour différentes raisons. Si nous regardons à quel moment intervient cet appel à Sénèque, c'est vers la fin de ce long dialogue qu'il mène et où il, au fond, fait une sorte de confession. Mais ce que doit lui apprendre avant tout la connaissance de soi, et donc le fait de regarder, c'est de savoir qu'il est mortel et qu'il va mourir. N'est-ce pas? Et n'est-ce pas, je n'ai pas cité cela, mais 2 pages plus loin, n'est-ce pas, il dit tous les jours, n'est-ce pas, tous les jours, regarde, cogita, n'est-ce pas, pense que tu es mortel. Ça, c'est là, n'est-ce pas? Et puis, c'est évidemment un aspect, disons, aussi intéressant pour le portrait de Pétrarque. Ce n'est pas à cela qu'on pense normalement quand on pense à Pétrarque. Mais pour lui, c'est tout à fait essentiel. Revenir à notre Tirésias, et enchaînant sur les propos de Jacques Chamet, ne pas oublier que Tirésias a une connaissance d'autant plus ample de l'humain qu'il est alternativement, selon le mythe, homme et femme. Et c'est lui qui, notamment, ce qui lui vaudra le châtiment de l'aveuglement, c'est d'avoir découvert que dans l'acte d'amour, les femmes ont plus de plaisir que les hommes. Et ça lui vaut de la part de d'Héra, qui était la prude épouse de Zeus, un châtiment mérité. Et Zeus, ne pouvant délier ce qu'un autre dieu a lié, vu qu'il ne peut lui rendre la vue, lui accorde le don de divination. Voilà, une compensation. Donc il y a une compensation. Parfaitement, cela est très complexe. Mais j'aimerais juste revenir sur la question de François. Je me souviens de cours de philosophie médiévale à Fribourg, et cette phrase de Platon m'est restée, je ne sais plus où elle se trouve, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et si philosopher, c'est apprendre à mourir, la connaissance de soi, comme tu le montres, est une des clés de la philosophie. Est-ce qu'on trouve un aspect mortifère, direct, dans le fait de se connaître soi-même? C'est-à-dire se connaître soi-même en tant que mortel, mais est-ce qu'il y a cet aspect mortifère plus direct qu'on trouve chez Tirésias ou pas? Se connaître en tant que mortel, en tant que misérable et voué à finir. Où est-ce qu'il y a... Bon, encore une fois, n'est-ce pas, je suis seulement un lecteur d'Ovide, je ne suis pas un interprète d'Ovide, n'est-ce pas? Et puis, bon, cette phrase du Phédon, tirée du Phédon, qui d'ailleurs a une postérité invraisemblable, n'est-ce pas? Même dans les premiers textes médiévaux un peu philosophiques, où on dit qu'est-ce que c'est la philosophie, on cite cette phrase de Platon. Et donc cette phrase-là aussi, chez Platon lui-même, et puis ensuite dans l'histoire, a différentes interprétations. Pour Pétrarque, évidemment, c'est le memento mori chrétien, alors que pour Platon, je crois, là encore je parle avec hésitation, mais pour Platon, cela veut d'abord dire apprendre à séparer l'âme du corps, et ensuite, en faisant cela, on comprendra que l'âme est immortelle, parce que tout cela est évidemment dans le platonisme directement lié à l'immortalité de l'âme. Oui, c'est pas une question. Je veux simplement apporter un petit complément qui est intéressant.
à propos de l'Antiquité et des gens qui m'ont intéressé toute une vie dans l'Antiquité, c'est-à-dire les médecins. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, dans le traité des Veritate, c'est l'âme per se ipsum semet ipsum videt. Hein. C'est donc la vision métaphorique ici, mais c'est la vision comme instrument de la connaissance. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant de voir que dans qu'une école médicale de l'Antiquité a considéré que pour le médecin, la seule façon d'arriver, enfin de connaître le malade qui est en face de lui, de connaître ce dont il souffre, c'est pas de l'ausculter, c'est de le voir, de le regarder. Et parce que la vision ne trompe pas, disent-ils, et elle évite aux médecins de devoir, excusez-moi s'il y a des médecins ici, il y en a, ça leur évite de devoir réfléchir, parce que quand ils réfléchissent, qu'ils se trompent. C'est intéressant. Hein. Donc la vision, le regard comme instrument infaillible pour arriver à l'indication du médicament. Et j'ai trouvé, en écoutant le bel exposé de Rudi Bach, je pensais à mes médecins et à leur façon de pratiquer la médecine, enfin une école, c'est pas, tous n'étaient pas comme ça, hein, mais pensant que par le regard, ils éviteraient les erreurs de diagnostic. C'est intéressant, hein. Enfin pour moi. N'est-ce pas, il y aurait deux choses qu'on pourrait dire pour encore compléter ce que tu dis. La première, évidemment, il y a ce début de la métaphysique d'Aristote où il dit très clairement que la vision est le sens qui nous donne le plus de connaissances. Et mes auteurs médiévaux ont réfléchi longuement sur cela, alors que, évidemment, saint Paul va dire « fides ex auditu », n'est-ce pas? La foi vient par l'écoute. Alors, on pourrait faire toute une histoire de la culture européenne à partir de ces deux idées. L'autre chose à laquelle il faut quand même penser, et c'est extraordinaire, n'est-ce pas, que pour les théologiens chrétiens, notamment à partir du XIIe siècle, le bonheur suprême qui consistera dans la béatitude éternelle, c'est une vision de Dieu, n'est-ce pas? Et si on prend le traité de Thomas d'Aquin sur précisément le bonheur et la vision béatifique, n'est-ce pas, on voit qu'il reprend évidemment cette conception aristotélicienne pour laquelle connaître au sens le plus parfait, intuitif, c'est d'appréhender immédiatement quelque chose, n'est-ce pas?